Bonjour chers étudiants. Après avoir vu la première institution de l'Union européenne, qui est le Conseil européen, qui réunit les 27 chefs d'État membres de l'Union, nous passons à la deuxième institution, qui est le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui est aussi dénommé Conseil de l'Union européenne ou Conseil tout court, comme j'ai déjà dit dans le cours précédent, est une institution qui représente les intérêts des États membres. À la différence du Conseil européen, il réunit les ministres compétents par domaine d'activité. C'est-à-dire que quand une affaire concerne un domaine particulier, soit l'éducation, soit la santé, soit l'économie, etc., ce sont les 27 ministres de cette spécialité qui vont se réunir. Par exemple, si l'affaire concerne l'éducation nationale, ce sont les 27 ministres de l'éducation nationale qui vont se réunir. Ou un autre exemple, le Conseil ECOFIN rassemble les 28 ministres de l'économie et des finances. Quelles sont les missions et les domaines de compétences de ce Conseil de l'Union européenne? Ce Conseil est chargé de la coordination générale des activités de l'Union européenne. À ce titre, il exerce sur un pied d'égalité, bien sûr, avec le Parlement européen, la procédure de codécision, comme on a déjà dit, et la fonction législative. Donc, le Conseil, on dit le Conseil propose et la Commission propose et le Conseil dispose. Le Parlement européen, avec le Conseil de l'Union européenne, partage la procédure de codécision comme on a déjà vu auparavant. Comment fonctionne et s'organise cette institution? On a déjà parlé de la rotation de la présidence, qui a existé depuis le début de la création de la communauté européenne, c'est-à-dire avec la CECA. On a déjà vu que les 6 pays faisaient une présidence tournante, c'est-à-dire que chaque pays présidait la communauté à l'époque composée de 6 États pour 6 mois. Cette rotation de la présidence, bien sûr, a toujours existé et resté opérationnelle jusqu'à aujourd'hui. Elle l'est toujours, mais elle a changé d'organisation. Donc, après l'élargissement de l'Union européenne, et chaque fois que le nombre de pays augmente, la rotation devient plus longue. C'est-à-dire que si le pays préside cette année, il ne présidera qu'après peut-être 3 ou 4 ans, après l'élargissement de l'Union jusqu'à 27 pays. Donc, mais bon, la rotation, cette organisation de la rotation de la présidence a changé depuis le traité de Lisbonne, c'est-à-dire qu'avec la présidence permanente qu'on a dit, c'est-à-dire la présidence est devenue bicéphale, c'est-à-dire double présidence, après que le président de l'Union européenne a été nommé à côté de la haute représentante des affaires étrangères, la rotation de la présidence est devenue un triplet, c'est-à-dire puisque le nombre de pays a augmenté et l'Union s'est élargie. Donc 3 pays, c'est-à-dire font la rotation. Un pays fait la rotation chaque 6 mois et 2 pays l'aident dans cette présidence. C'est ce qu'on appelle le triplet. Donc le Conseil, c'est-à-dire ce Conseil organise et préside les réunions, on parle toujours du Conseil de l'Union européenne, élabore des compromis, rend des conclusions et veille à la cohérence et à la continuité du processus de décision. Alors, comme on a déjà vu, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la présidence du Conseil de l'Union européenne se distingue de la présidence du Conseil européen, à l'exception du Conseil Affaires étrangères qui est présidé par la haute représentante de l'Union européenne ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et pour la politique de sécurité. La présidence du Conseil de l'Union européenne est assurée par un groupe de 3 États membres qui tournent selon un ordre de rotation préétabli tous les 6 mois. Donc, le triplet, le système de triplet dont je viens de parler. Mais chaque présidence coopère avec 2 autres présidences
sur un programme commun selon ce système de triplet. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, toujours, le Conseil devait compter 10 formations, c'est-à-dire l'ordre du jour dont on a parlé, les affaires dont les ministres, les ministres représentent dans leurs réunions. Alors nous avons la première affaire, agriculture et pêche, alors compétitivité, coopération dans le domaine de la justice. Deuxième affaire, des affaires intérieures. Troisième, emploi. Quatrième, politique sociale. Cinquième, santé et consommateurs. Sixième, transport. Télécommunications et énergie. Septième, affaires générales. Huitième, affaires étrangères. Neuf, affaires économiques et financières. Et éducation, jeunesse et culture. Donc 10 formations. Bon, là, il y a 11 parce que les affaires étrangères ne concernent pas les ministres. La Commission peut participer aux réunions du Conseil afin d'y expliquer ses propositions ou d'exprimer sa position sur un éventuel amendement. Alors, comme j'ai déjà dit, la Commission propose et le Conseil dispose. Donc, c'est la Commission qui se charge de proposer les règlements, les textes de loi, les changements, etc., etc. Et c'est le Conseil qui décide de l'adoption ou non. Le Conseil de l'Union européenne tient une centaine de sessions officielles chaque année, au cours desquelles il adopte des règlements, des directives, des recommandations ou avis. Donc, les textes qui forment le TFE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Chaque État membre est présent à Bruxelles à travers sa représentation permanente. Dirigée par un ambassadeur, les représentants se réunissent chaque semaine en comité des représentants permanents, qu'on appelle COREPER, comité des représentants permanents, pour préparer les travaux du Conseil des ministres. Où siège le Conseil de l'Union européenne? Le Conseil de l'Union européenne se réunit à Bruxelles ou à Luxembourg sur convocation de son président. L'initiative peut venir de ce dernier, d'un membre du Conseil, de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Passons maintenant à la troisième institution qui est le Parlement. Le Parlement européen ou le Parlement de l'Union européenne est la seule institution qui est élue directement par les citoyens. Le Parlement européen est composé aujourd'hui de 705 membres, alors qu'ils étaient 751 avant le Brexit, c'est-à-dire avant le départ du Royaume-Uni au début de l'année 2020. Le Parlement exerce 3 pouvoirs fondamentaux: un pouvoir législatif, un pouvoir budgétaire et un pouvoir de contrôle. Quel est le siège de ce Parlement? Le Parlement européen est établi dans 3 pays. À Bruxelles, en Belgique, à Luxembourg, dans le pays du Luxembourg, et à Strasbourg, en France. Donc, 3 sièges. Les services administratifs, c'est-à-dire le secrétariat général, les services administratifs sont installés à Luxembourg. Les séances plénières auxquelles participent tous les députés ont lieu à Strasbourg et à Bruxelles. Les réunions des commissions parlementaires se déroulent également à Bruxelles. Les organes dirigeants du Parlement européen sont constitués de, premièrement, le bureau du Parlement. Alors, ce bureau du Parlement se compose du président, des 14 vice-présidents
et des 5 questeurs élus par l'Assemblée pour une période de 2 ans et demi renouvelable. Quel est le rôle de ce bureau? Ce bureau établit l'état prévisionnel du budget du Parlement européen et règle toutes les questions administratives, de personnel et d'organisation. Le président du Parlement européen est actuellement David Sassoli du PSE, du Parti socialiste européen. Le deuxième organe dirigeant le Parlement est la conférence des présidents. Cette conférence est composée du président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Il s'agit de l'organe politique du Parlement européen. La conférence des présidents organise les travaux du Parlement européen et la programmation législative, attribue aussi les compétences et la composition des commissions et délégations parlementaires, et elle joue aussi un rôle de relais entre le Parlement et les autres institutions de l'Union européenne, entre le Parlement et les parlements nationaux et aussi les pays tiers. Le troisième organe dont se compose le Parlement ce sont 22 commissions. Le Parlement a 22 commissions parlementaires permanentes qui préparent les travaux des sessions. Alors, nous avons les affaires étrangères, le développement, le commerce international, les budgets, le contrôle budgétaire, les affaires économiques et monétaires, l'emploi et les affaires sociales, l'environnement, la santé publique et sécurité alimentaire, l'industrie, la recherche et l'énergie, le marché intérieur et protection des consommateurs, le transport et le tourisme, le développement régional, l'agriculture, la pêche, la culture et l'éducation, les affaires juridiques, les libertés civiles, les affaires constitutionnelles, les droits de la femme et égalité des genres, les pétitions, les droits de l'homme, la sécurité et la défense. Donc 22 commissions parlementaires. Le Parlement est organisé en groupes politiques. Les députés ne se regroupent pas par délégation nationale, mais par anti-affinité politique en fonction des partis nationaux auxquels ils appartiennent. Pour former un groupe politique, il faut 25 députés d'au moins un quart des États membres, soit aujourd'hui 7 États. Les députés non inscrits n'appartiennent à aucun groupe politique. Il existe aujourd'hui 9 groupes politiques. Nous avons le groupe majoritaire qui est le Parti populaire européen, PPE, qui réunit 187 députés du centre droit, démocrates chrétiens et conservateurs. Suit l'Alliance progressive des socialistes et démocrates au Parlement européen, SND, qui réunit 147 députés socialistes, démocrates, travaillistes et démocrates. Où siège le Parlement européen représente presque, comme on a vu, 500 millions d'habitants des 27 États membres de l'Union européenne. En tant qu'institution représentative des citoyens européens, le Parlement constitue l'un des principaux fondements démocratiques de l'Union européenne.
Quelle mission accomplit le Parlement? Le Parlement européen exerce, en partenariat avec le Conseil de l'Union européenne, les fonctions législatives et budgétaires. Il fait évoluer la réflexion sur des problèmes de société et, au travers de ses résolutions, exerce aussi un rôle d'impulsion politique. Par là, le Parlement exerce trois pouvoirs fondamentaux. D'abord, le pouvoir législatif. Comme on a déjà dit, le Parlement européen participe à l'élaboration des actes législatifs communautaires à des degrés divers. Son rôle a progressivement évolué d'une participation exclusivement consultative à un pouvoir de codécision qui le place sur un pied d'égalité avec le Conseil, c'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne ou Conseil des ministres. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, la procédure législative ordinaire concerne désormais 85 domaines, soit 41 de plus que le traité de Nice. L'agriculture et la pêche, la liberté, la sécurité et la justice, ainsi que la politique commerciale commune, entre autres, sont désormais règles pour le processus régi par le processus de codécision. Le deuxième pouvoir qu'exerce le Parlement est le pouvoir budgétaire. Le budget de l'Union européenne s'établit dans un cadre financier pluriannuel. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne se partagent la compétence budgétaire et votent les propositions de la Commission européenne. C'est le pouvoir de codécision qu'on a déjà vu. La codécision, comme on a déjà vu. Cependant, le traité de Lisbonne confère un rôle ultime au Parlement dans l'adoption du budget. En effet, dans le cadre de la procédure budgétaire, la Commission européenne élabore un projet de budget sur lequel vont se prononcer le Conseil puis le Parlement. Celui-ci pouvant approuver ou amender à la majorité simple la position du Conseil. Si la proposition est amendée, une procédure de conciliation est alors lancée au terme de laquelle le Parlement peut soit rejeter à la majorité simple cette proposition, soit l'adopter, c'est-à-dire le nouveau projet malgré l'approbation du Conseil. Ou bien il peut approuver à la majorité des membres et des 3/5 des suffrages exprimés ce nouveau projet malgré le rejet du Conseil. Le troisième pouvoir conféré au Parlement est le contrôle des institutions européennes, des actions des institutions européennes. Le Parlement européen dispose de plusieurs pouvoirs de contrôle. Ce pouvoir s'exerce par les questions écrites ou orales posées à la Commission, le droit d'entendre le Conseil européen et le Conseil, c'est-à-dire le Conseil des ministres, et l'examen des rapports annuels d'activité adressés par la Commission. La Commission peut également être censurée par le vote d'une motion de censure à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et majorité des membres du Parlement. Le Parlement européen reçoit des pétitions de tout citoyen sur un sujet relevant de l'Union européenne et le concernant directement également. Le Parlement a aussi le pouvoir de nominer le médiateur. Bon, ce médiateur est élu par le Parlement pour 5 ans. Son rôle est d'examiner les plaintes des citoyens portant sur des cas de mauvaise administration
des institutions ou des organes communautaires et doit rechercher une solution à l'amiable à ces différends. À retenir pertinemment, les premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct ont eu lieu en juin 1979. Auparavant, les membres du Parlement européen étaient désignés par chaque Parlement national. Les dernières élections européennes ont eu lieu, par contre, du 25 au 26 mai 2019, dans les 27 États membres de l'Union européenne. Le Parlement européen compte aujourd'hui, comme on a dit au début, 705 députés. Avant le Brexit, ils étaient 751, élus pour 5 ans renouvelables. La répartition des sièges au Parlement se fait par État membre, selon la règle de la dégressivité proportionnelle, qui tient compte, cette règle tient compte de la population de chaque État. Plus un État est peuplé, plus le nombre des députés qui envoient au Parlement est important. Mais cet avantage décroît bien sûr avec l'augmentation de la population. Selon ce système de répartition des voix, qui se fait, comme on a dit, selon une proportionnalité dégressive, le nombre des voix accordées à chaque État membre dépend en partie, comme on a dit, de sa population. Pour cela, on trouve, tandis que l'Allemagne a 96 députés au sein du Parlement, la France en a 79, l'Italie 76, l'Espagne 59. Mais Malte, qui est le plus petit pays de l'Union européenne, ne dispose que de 6 voix au sein du Parlement. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.